L'amputation des membres inférieurs. Vous allez me dire pourquoi c'est les membres inférieurs et non pas les membres supérieurs. Au fait, il y a deux intérêts à ça. Parce que du fait de la fréquence des amputations des membres inférieurs par rapport aux membres supérieurs, et aussi en Algérie, on dispose plus de l'appareillage du membre inférieur. Donc tout d'abord, on va essayer de définir c'est quoi l'amputation. L'amputation, elle est définie comme étant l'ablation d'un membre ou bien d'un segment d'un membre. Soit on va faire l'ablation de tout le membre ou bien d'un segment d'un membre, laissant en place donc un moignon d'amputation. En laissant en place un moignon d'amputation, on verra après les critères du moignon. C'est quand qu'on va dire un moignon est de bonne qualité ou bien il n'est pas de bonne qualité. Actuellement, donc, l'amputation, elle est considérée comme un acte de réparation, en fait, tenant compte du choix du niveau. Il faut savoir les bons niveaux où faire l'amputation, les techniques aussi, pour obtenir un moignon de bonne qualité. C'est ça l'objectif. Pourquoi? Pour faire un appareillage correct, confortable et fonctionnel. Très bien. Maintenant, donc, comme j'ai dit, il faut appareiller rapidement, car notre but, c'est d'avoir une bonne fonction le plus tôt possible. C'est de récupérer la fonction, c'est de verticaliser le patient pour éviter les complications du décubitus qu'on a déjà fait dans une autre vidéo. Donc, si je veux un peu savoir quelles sont les étiologies, si je veux connaître les différentes étiologies des amputations, la première cause en tête de toutes les causes, c'est la cause vasculaire. C'est la plus fréquente. Quand je dis la cause vasculaire, c'est-à-dire plus de 70% des amputations, c'est par cause vasculaire. Soit c'est par arthrite athéromateuse, donc c'est après plusieurs années chez le vieillard, celui qui a, on va dire, celui qui a du diabète, c'est les artériopathies diabétiques et autres pathologies aussi pour le membre inférieur, c'est surtout tout ce qui est, voilà, c'est tout ce qui est ischémie, c'est ça, c'est le vasculaire, c'est l'ischémie, c'est le diabétique et tout. Après, on a les traumatismes en deuxième position, c'est les accidents de la voie publique, les accidents de la circulation, les accidents de travail, les accidents domestiques, sportifs, tout ce que vous voulez, tout accident qui va donner donc un problème traumatique au niveau des membres inférieurs. Ça concerne en général le sujet jeune. Et là, la rééducation, elle est facilitée. C'est pas comme le premier cas du vieillard après plusieurs années du vasculaire. Là, dans le traumatique, généralement, avant de faire le traumatisme, le patient était en bon état général. Mais là, souvent, il n'est pas adapté à cette situation. Du coup, on aura de graves troubles psychologiques pour tout ce qui est traumatique. Après, on a tout ce qui est infectieux, tout ce qui est tumeur bénigne avec malignité locale ou bien des tumeurs malignes carrément. On a aussi les malformations congénitales, etc. Donc pour les tumeurs, je vous donne par exemple l'exemple de l'ostéosarcome, du sarcome, etc. Et là, généralement, les amputations, elles sont de très haut pronostic vital et fonctionnel. Euh, Pardon, pour les tumeurs, les amputations elles sont très hautes, du coup, le pronostic vital et fonctionnel, généralement, il est réservé. Ça, c'est juste, c'est pas pour vous. Il faut juste retenir les causes, elles sont vasculaires, traumatiques, infectieuses, tumeurs et malformations congénitales. Très bien. Pour la maladie de Leo Burger, ce qu'il faut savoir pour la maladie de Leo Burger, c'est, au fait, c'est une aortite emboligène. Ça veut dire quoi? Ça touche plus le jeune, le diabétique et tout. Donc là, c'est une thrombose d'anévrisme poplité. Euh, c'est une maladie en saucisse. C'est des thromboses. Donc là, en saucisse, il y a une thrombose, puis c'est simple, puis thrombose, puis... Donc là, il y a des thromboses, on ampute au fur et à mesure, en fonction du siège. C'est une aortite emboligène. En fait, c'est une thrombose, voilà, comme on a dit, en saucisse. Ça se présente surtout chez le jeune, mais ce n'est pas vraiment à retenir. Maintenant, les circonstances de l'amputation et les techniques chirurgicales, donc là c'est important, on a deux principales circonstances d'amputation. On a les amputations en urgence, donc là ça pose un problème du pronostic vital, donc là la qualité du moyen, vous l'avez saisi, elle passe au second lieu, c'est-à-dire moi dans une telle situation, il faut être conservateur au maximum bien sûr
des parties molles et des parties osseuses. Donc, pourquoi? Car on va le reprendre secondairement pour obtenir un bon moyen, tout simplement. Donc, en urgence, à chaud, le pronostic, il est mis en jeu, le pronostic vital, il prime sur la qualité du moyen, donc ça ne m'intéresse pas, je le reprends secondairement. Pour les amputations à froid, dans le cadre du froid, donc là, l'exemple du diabétique, du vasculaire, du taré et tout, donc là, ça évolue depuis plusieurs années, donc on sait qu'un jour, ça peut évoluer vers ce cadre-là. Donc là, le moignon, la qualité du moignon, donc là, c'est, comment je vais dire, c'est organisé, c'est planifié. Donc là, la qualité du moignon m'intéresse. Et donc, la meilleure technique pour obtenir le plus bon moignon, c'est la technique d'ostéomyoplastie. C'est la meilleure technique. Au fait, elle consiste en quoi cette technique, l'ostéomyoplastie? C'est le meilleur moyen pour obtenir le meilleur moignon. Elle, elle est au fait, elle est constituée de 5 temps. De 5 plasties. On va les voir une par une. Donc là, l'ostéomyoplastie, ostéo c'est os, myo c'est muscle, plastie c'est réparation. Donc elle consiste en quoi? Elle consiste en la réparation des muscles et des os. Donc premièrement, on a le premier temps, c'est la plastie ou bien le temps cutané. Donc là, il faut savoir que la peau, elle est incisée de manière à obtenir 2 lambeaux cutanés. On a l'antérieur qui est plus long que le postérieur. Pourquoi? Pour avoir une cicatrice en postérieur. On veut une cicatrice en postérieur. Donc, on fait l'antérieur de sorte qu'il soit plus long que le postérieur pour avoir une cicatrice postérieure. Tout simplement, on veut une cicatrice vers l'arrière. On a la deuxième plastie, la deuxième section, c'est la section osseuse. Pour ce qui est de l'os, elle est faite au-dessus des muscles et elle est faite au-dessus du muscle. Donc, et l'os, il est recouvert par le périoste. Donc là, on a l'os, on va le recouvrir par le périoste. Pourquoi? Pour éviter la repousse osseuse. Donc, ce qu'on appelle éviter l'exostose. Donc là, j'ai écrit, elle doit être coupée plus haut que le niveau du périoste. C'est-à-dire, on doit la recouvrir, on doit recouvrir l'os du périoste. Voilà, pour faire une suture, donc, plus bas. Vous voyez comme ça, le schéma que j'ai fait ici. Vous voyez l'os, vous avez le périoste. Donc, on va suturer comme ça les 2 périostes. Donc, on va recouvrir l'os avec le périoste pour éviter le repoussement du canal médulaire. Donc, ce qu'on appelle l'exostose, c'est le repoussement osseux. Pour ce qui est des vaisseaux, le temps vasculaire, les vaisseaux, ils sont ligaturés, il faut le retenir, plus bas possible. Plus bas possible. Pourquoi? Pour irriguer tout le membre, tout simplement. Pour ce qui est des nerfs, ils sont sectionnés, contrairement aux vaisseaux, non pas plus bas, mais plus haut, très haut. Et ils sont enfouis dans les tissus mous. Pourquoi? On va les enfouir dans les tissus mous afin d'éviter l'apparition de névrons, c'est-à-dire de décharges électriques. Et pour ce qui est de la plastie musculaire, elle est le dernier temps opératoire. Elle consiste au fait à suturer bout à bout, par-dessus le moignon, les muscles antagonistes avec les muscles agonistes, c'est-à-dire les fléchisseurs avec les extenseurs, les abducteurs avec les adducteurs. C'est totalement normal, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les muscles fonctionnent. Voilà, donc cette technique d'ostéomyoplastie, pour faire simple, elle est faite à froid. Plus à froid. Mais elle peut être faite aussi à chaud, comme je vous ai dit. C'est encore mieux si on la fait directement. Sinon, si on ne peut pas, on va préserver tout et on va essayer d'être conservateur au maximum et on va reprendre le patient secondairement pour lui faire cette technique d'ostéomyoplastie. Donc, si je veux résumer, c'est la meilleure technique pour avoir un très bon moignon. On a 5 temps. Pour ce qui est de la peau, on veut avoir une cicatrice postérieure. Pour ce qui est de l'os, on veut donc le recouvrir du périoste pour ne pas avoir d'exostose. Pour ce qui est des vaisseaux, c'est le plus bas possible. Les nerfs, c'est le plus haut possible. La plastie, les muscles, c'est les agonistes avec les antagonistes pour faire très simple. Très bien. Donc là, je vous ai juste mis une remarque comme quoi on a des amputations qu'on peut faire avec un moignon ouverte. C'est au fait concernant ceux qui ont des infections ou autres, on peut le laisser comme ça ouvert. Et puis on le referme secondairement aussi. Ça, c'est juste pour savoir que ça existe.
C'est pour votre culture générale. Maintenant, pour les niveaux d'amputation, c'est très important. Donc, dans le cas traumatique, par exemple, le niveau, il dépend de l'étendue, de l'importance des lésions osseuses et des parties molles. Par contre, chez le vasculaire, c'est pas la même chose. Le niveau, il dépend de l'état de la vascularisation et des collatérales de suppléance. Mais chez le tumoral aussi, c'est pas la même chose. Vous voyez que les niveaux d'amputation, ça diffère. Donc, ça diffère, ça dépend de quoi, au fait? Ça dépend de l'état du patient avant. Donc là, les tumorales, j'ai dit, elles doivent être très très hautes pour avoir un bon pronostic vital et fonctionnel. Donc, mais au final, il faut retenir qu'il faut être le plus conservateur possible. Voilà, pour avoir le meilleur résultat fonctionnel. Donc, retenez-moi, pour la jambe, c'est l'union du tiers moyen et du tiers supérieur. Pour la cuisse, c'est l'union du tiers moyen et du tiers inférieur. Ça, faut le retenir. Pour ce qui est de l'hémipelvectomie et la désarticulation de la coxofémorale, ça, c'est pour le cas des tumeurs. Donc, en cas de tumeur pelvien, par exemple, on va faire l'hémipelvectomie, donc de tous les pelvis, et les membres avec. C'est comme ça, c'est le plus haut possible dans le cas des tumeurs pour qu'on n'ait pas de la récidive. Retenez la cuisse, jonction, tiers moyen, tiers inférieur. C'est très facile à appareiller dans ce cas, si on fait ça. Pour la jambe, c'est la jonction tiers supérieur, tiers moyen. C'est aussi très facile d'appareiller dans ce cas si on fait ça. Le genou, attention, 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 il faut être le plus conservateur possible car un genou naturel ne peut jamais être remplacé. Donc un genou prothétique ne peut jamais remplacer un genou donc naturel. Très bien. Pour le quart inférieur de la jambe, il faut savoir que ce n'est pas de très bon pronostic, ok? Donc, pourquoi? Car la vascularisation dans le quart inférieur de la jambe, il est terminal. Elle est terminale, donc elle est terminale. Donc, c'est pas très facile. Il n'y a pas un très bon pronostic concernant la vascularisation. Maintenant, il y a des noms propres par rapport au niveau qu'il faudrait retenir. Ok. On a l'amputation de Gritti. De Gritti, c'est quoi? C'est une section suscondylienne. Ok, suscondylienne, mais avec un vissage de la rotule sur l'extrémité osseuse. Ok. Ça, vous écrivez. On a celle de l'amputation de Syme. L'amputation de Syme, au fait, c'est quoi? C'est une désarticulation de la tibio-tarsienne qui comporte en plus une section des malléoles. C'est comme ça. Si on fait une désarticulation des tibio-tarsiennes et on sectionne avec les malléoles, ça s'appelle amputation de Syme. Pour les pieds, on a la désarticulation de la médio-tarsienne, c'est Chopard. Et on a la désarticulation de la tarsométatarsienne, c'est Lisfranc. On a Lisfranc, Chopard, Syme, Bright, Gritti. Donc si on vous dit comme ça des mots, on va faire une Gritti, une Syme, c'est un peu, faut les connaître et on peut les donner aussi dans des QCM. Ok? Très bien. Donc on ne s'attarde pas sur ça. Maintenant, on a les critères d'un bon moignon. Comment savoir si on a fait un bon moignon ou si on a fait un mauvais moignon? Au fait, le moignon, pourquoi on parle toujours du moignon? Parce qu'il a une importance capitale pour la tâche, l'appui de la prothèse, la mobilisation de la prothèse et tout. Il faut avoir un bon moignon. Donc, c'est quand que je vais dire que j'ai un bon moignon? C'est selon l'ostéomyoplastie. Si mon plan cutané, il a une cicatrice postérieure qui n'est pas adhérente, qui est propre, on a un bon tissu cutané qui est souple et un bon recouvrement de la peau. Donc là, c'est bien sur le plan cutané. Sur le plan osseux, c'est quand que je vais dire que j'ai un bon moignon, c'est quand il n'y a pas d'exostose, il n'y a pas de repousse de l'os, parce que c'est un signe de mauvais pronostic. D'ailleurs, pour l'os, on parle de l'angle de Parabef. C'est là qu'on coupe. Si on coupe au niveau de l'angle de Parabef, on est bien sur le plan osseux. Pour le plan articulaire, on doit avoir une articulation libre, mobile, stable, c'est-à-dire fonctionnelle et indolore. Donc, j'ai déjà dit auparavant qu'une articulation fonctionnelle, c'est une articulation qui a les caractéristiques d'indolence, de stabilité et de mobilité. Pour le plan vasculaire, bien sûr, il faut avoir une bonne vascularisation. C'est-à-dire, quand je parle d'une bonne vascularisation, c'est-à-dire, c'est des vaisseaux qui sont ligaturés le plus bas possible pour avoir une vascularisation de tout le membre. Sur le plan nerveux, on ne veut pas avoir de névrons. On veut pas avoir de décharge douloureuse électrique. Donc là, si on a, faut tapoter pour décharger. Ok.
Très bien. Donc, sur le plan musculaire, je veux avoir un muscle qui est qui est pas globuleux, qui n'est pas amyotrophié, qui y a aussi un bon recouvrement. Ok? Donc, on veut pas avoir un moignon trop maigre ni un moignon trop étoffé. On veut avoir un muscle normal. Ok? Très bien, donc ça c'est les caractères d'un bon moignon. Donc vous voyez, on a toujours, on a 6, donc musculaire, nerveux, vasculaire, articulaire, osseux, cutané. Maintenant le contraire, pour ce qui est du mauvais moignon, c'est quand que je vais dire que j'ai un mauvais moignon, quand il y a une cicatrice, pas postérieure, mais plutôt antérieure, quand elle est adhérente, donc on veut une cicatrice qui est non adhérente, donc si elle est adhérente, c'est de mauvais pronostics, un mauvais recouvrement de la peau, une nécrose des cicatrices et tout. Donc là, la repousse osseuse aussi, l'exostose, la raideur articulaire, le névrome, le muscle amyotrophique, la douleur. Donc tout ça, c'est des critères de mauvais moignon. Et n'oubliez pas le membre fantôme. Donc c'est quoi la membre fantôme? Le membre fantôme, c'est la sensation du membre fantôme qui existe. Donc ce membre qui est amputé, la sensation qu'il existe de manière constante chez les amputés. Donc là, au début, c'est normal. Euh, Parce que ça prend du temps pour que le cerveau accepte ce schéma et euh, pour que les personnes, donc, voilà, pour que ce schéma s'enregistre au niveau du cerveau, donc ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc jusqu'à 6 mois, c'est totalement normal. Après, si c'est supérieur à 6 mois, là, c'est pas normal. Donc là, faut traiter. Et aussi, s'il y a une douleur, si le patient ressent une douleur au niveau du membre qui n'existe pas, au niveau du membre fantôme, donc là, même si c'est inférieur à 6 mois, faut traiter. Il faut traiter la douleur et il faut traiter la durée, si c'est supérieur à 6 mois. Donc comment on va traiter ça? On va le traiter avec la thérapie miroir. Donc il va se voir au niveau du miroir, les anxiolytiques, les psychothérapies, les antidépresseurs et appareiller le plus tôt possible. Il faut appareiller toujours l'appareillage non seulement pour la verticalisation, mais aussi pour la psychologie du patient. Donc l'appareillage précoce a un effet favorable sur le plan local et psychologique du malade. Très bien. J'ai mis ici des petites remarques par rapport aux cicatrices. La cicatrice, on a dit, on veut qu'elle soit postérieure. Pourquoi, au fait, on ne veut pas une cicatrice antérieure? Car elle va buter contre la prothèse. Donc, ça va empêcher la mobilisation et tout. Ça va être très dur. Donc, la cicatrice aussi, une petite remarque, elle est en gueule de requin postérieure. C'est comme ça qu'elle doit se faire. Et au fait aussi, pour le genou aussi, on a dit qu'il ne se un genou naturel, on a dit qu'on peut jamais faire un genou comme un genou naturel. Et au fait, parmi les mauvais critères aussi par rapport au moignon et tout, c'est avoir un fléchon abductum du genou. Un genou fléchi n'est pas bien. Donc, faut éviter le coussin, car le coussin sous le genou, il va faire en sorte qu'on aura une flexion. Or que nous, on veut avoir une extension. Donc, quand on ampute, on a une flexion-abduction. Fléchon abductum du genou. Donc, faut le mettre en place. Faut pas mettre de coussin au-dessous du genou pour le mettre en place et lutter contre cette flexion-abduction. Très bien. On est arrivé au point le plus important du cours. Donc, c'est les techniques d'appareillage. Donc, tout ce qu'on a fait, tout ce bon moignon, tous ces critères, c'est pour avoir un bon appareillage à la fin. Il faut savoir qu'on a un appareillage provisoire et un appareillage définitif. Ce qui différencie, c'est la durée au fait. C'est les mêmes, juste que là, on va mettre de sorte qu'il va être définitif. Et là, en premier lieu, c'est provisoire. Le provisoire, on a deux types, on a le classique et le contact. En fait, classique, c'est il y a une attache, c'est pour le sujet âgé ou bien le sujet taré. Donc là où le sujet qui a tout simplement une capacité cardiovasculaire diminuée, donc il ne peut pas fournir d'efforts, donc on va lui mettre une attache, c'est classique. Pour le contact, par contre, les indications, donc là, il n'y a pas d'attache, c'est un système ventouse entre le moignon et l'appareillage, c'est comme une ventouse, il n'y a pas d'attache, donc là, il faut fournir des efforts. Donc il faut bouger, donc là, c'est pour le jeune qui n'a pas beaucoup de tard ou qui n'a carrément aucun tard. Donc là, pourquoi? Parce qu'il va fournir des efforts. Donc là, il demande une capacité cardiovasculaire. Donc là, c'était un petit schéma pour vous schématiser l'appareillage provisoire. Il a une emboîture, un pilon et un piéçage. Le piéçage, c'est pour les chaussures, le pilon et l'emboîture. Et vous allez remarquer que pour le classique, il y a une attache au niveau de l'emboîture. Pour le contact, c'est directement un système ventouse. Donc maintenant, en post-opératoire, directement, immédiatement, le premier jour jusqu'au 21e jour, on va essayer de lui mettre donc
On va pas lui mettre l'appareillage tout de suite, ni provisoire ni définitif, mais les 21 premiers jours, on va lutter contre les phénomènes inflammatoires. C'est ça nos buts. Nos buts en post-opératoire, c'est qu'on lutte durant les 21 premiers jours contre les phénomènes inflammatoires, contre la douleur, contre l'œdème. Donc, on va faire des soins de plaie, un bon positionnement au lit, un bandage en 8. Vous pouvez le voir sur Google, un bandage en 8 pour drainer l'œdème vers le haut. C'est ça. Si on vous dit quel est l'intérêt du bandage en 8, c'est le fait de drainer l'œdème vers le haut. Donc, je répète, durant les premiers 21 jours, mon but c'est de lutter contre les phénomènes inflammatoires, contre la douleur, contre l'œdème en faisant un bandage en 8 et en le drainant vers le haut, un bon positionnement au lit bien sûr pour éviter les escarres et tout, et un soin de plaie. Très bien. Après le 21e jour jusqu'à une période indéfinie, ça dépend. On va voir selon quoi, ça dépend de quoi. C'est quand qu'on va faire un appareillage définitif. Au fait, après 21 jours, on va faire un appareillage provisoire. Donc pourquoi? Pour qu'il apprenne à chausser, déchausser le provisoire, pour qu'il apprenne à le mettre et à l'enlever, pour qu'il apprenne à monter et descendre les escaliers avec, pour athlétiser le membre inférieur, pour ne pas le laisser donc pour verticaliser le malade au fait, athlétiser le membre inférieur par des béquilles et tout, voilà, pour qu'il apprenne aussi à utiliser les béquilles, pour muscler et renforcer le membre inférieur, voilà le renforcement globuleux du moignon. Donc pour renforcer le membre inférieur, le mobiliser et ils apprennent à chausser, déchausser, descendre, monter les escaliers et tout. Maintenant, c'est quand on va passer vers le définitif. Au fait, quand on va faire la mensuration, c'est-à-dire on va calculer, on va faire comme ça des mesures sur le moignon. Et quand on aura trois mensurations, trois mesures de trois circonférences du moignon qui sont identiques, donc là, ça veut dire qu'on a un moignon stable et c'est quand on va passer au définitif, c'est quand on a un moignon stable. C'est le moignon stable qui définit le passage vers l'appareillage définitif. Donc, je vous ai donné un exemple. Si je mesure le moignon et que à la première semaine, après les 21 jours, je le trouve à 20 cm, je répète la deuxième semaine, c'est 20 cm, la troisième semaine, c'est 20 cm. Donc, à une semaine d'intervalle pendant 3 semaines, si j'ai les mêmes repères, c'est-à-dire que j'ai un moignon stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène inflammatoire, donc là, je suis en droit donc de mettre un appareillage définitif tout simplement. Maintenant, on va faire bien sûr un bilan de rééducation. Le bilan de rééducation se fait à 3 niveaux. Déjà au niveau local, c'est-à-dire je vais apprécier la longueur, la forme, l'état du moignon, la plaie opératoire, comment elle est, l'œdème, les quantités du tissu, l'attitude visqueuse, les douleurs des membres fantômes, etc. Là, c'est sur le plan local que je vais rééduquer, que je vais voir où je suis, où suis-je. Sur le plan régional, qu'est-ce que je vais évaluer? Je vais évaluer le membre contralatéral, l'autre membre, sur le plan orthopédique, sur le plan vasculaire, surtout par rapport, le régional, c'est par rapport, comme j'ai dit, c'est par rapport au diabétique. Ok, le diabétique, faut faire l'écho-doppler de l'autre membre, l'écho-doppler des deux côtés au fait. Pourquoi? Parce que si j'ai une ischémie au niveau de ce membre et que je l'ampute, l'autre membre, il va s'aggraver. L'ischémie, elle va s'aggraver au niveau de l'autre membre, au niveau de l'autre côté. Et d'ici 1 an, 2 ans, je vais amputer même l'autre. Donc toujours, faut faire une radiographie du moignon de face et de profil. Est-ce qu'il y a une exostose ou pas? Un repoussement de l'os. L'autre membre aussi, j'ai dit le régional, faut examiner le contrôle latéral, surtout chez le vasculaire, car il peut aggraver l'ischémie quand j'ampute un membre ischémique, il peut aggraver l'ischémie de l'autre côté. Donc, faut voir est-ce qu'il y a pas d'ischémie de l'autre côté ou pas. Le régional aussi, on va voir les possibilités de verticalisation, de l'appui monopodal, du transfert, de l'autonomie, du déplacement. Et l'examen général de rééducation, c'est pour estimer les capacités physiques générales de l'amputé, son aptitude à être appareillé, les affections cardiovasculaires et tout simplement. Voilà, ça c'est pour l'examen local, régional et général. Donc maintenant, après avoir fait ma prothèse, je vais faire aussi un suivi radiologique. Donc j'ai dit avant de faire la prothèse, il me faut une radio du moignon de face et de profil et l'écho-doppler de l'autre membre. Pour ce qui est après la prothèse, les radios que je vais faire, c'est une radio du bassin de face. Voilà, faudrait le faire. Après, on va faire donc un bandage pour voir est-ce que donc le bassin il est bien, donc il n'y a pas de décalage.
Le bandage à 8, donc j'ai dit c'est pourquoi, c'est pour drainer l'œdème vers le haut et lutter contre l'œdème. Donc pour finir, la qualité du moignon qui reste, ça définit la prothèse. S'il est bon ou pas, si je vais faire définitive ou pas, etc. Voilà, donc j'ai dit que les niveaux, les noms propres aussi, c'est important à apprendre. Les critères de bon et de mauvais moyens aussi, c'est important à apprendre et je vous remercie.